93号ターボのパワーとカーロボットのメカがドッキング。エンジン回転をレッドゾーンに上げて光るボディが駆け抜ける。今君の手にカーロボットポルシェ935ターボ。Au début des années 80, la marque japonaise de jouets Takara lance une gamme nommée les Diaclone, des robots transformables en voiture, en avion, et j'en passe. Commercialisée au Japon, et même un tout petit peu en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, cette ligne de jouets ne connut cependant pas un gros succès en Occident. C'est alors qu'arriva le géant du jouet américain Hasbro, dont la licence G.I. Joe était déjà très populaire. En 1983, des représentants de Hasbro découvrirent la gamme Diaclone au salon du jouet de Tokyo, et ils concluent alors un accord avec Takara pour vendre ces jouets aux États-Unis, créant ainsi la marque Transformers, qui sera formée principalement de Diaclone, mais aussi de Microchange, une autre gamme de robots transformables de la firme japonaise. Hasbro savait bien une chose, pour que les Transformers se vendent, il fallait leur créer une histoire, des noms, une origine, afin qu'ils ne soient pas de simples robots transformables et qu'ils aient en quelque sorte une raison d'exister. Ainsi, c'est Marvel qui se chargea de créer les personnages et l'histoire globale de ce qu'on appelle aujourd'hui la première génération de Transformers. Jim Shooter et Dennis O'Neil travaillèrent dans un premier temps sur la licence, O'Neil est notamment l'inventeur du nom Optimus Prime. Mais par la suite, c'est Bob Budiansky, retenez bien ce nom, qui créa la plupart des autres personnages, donnant un nom et une personnalité à la plupart d'entre eux, qui n'étaient encore que de simples jouets. Le 8 mai 1984 commença alors la publication du comics et quelques mois plus tard, le 17 septembre de la même année, débuta la désormais célèbre série d'animation produite par Sunbow et Marvel. On y découvre alors les Autobots et les Decepticons, deux camps de robots originaires de la planète Cybertron, dont le conflit va s'étendre jusqu'à notre bonne vieille planète Terre. Par ailleurs, le comics et la série, bien que similaires de base, comptent quand même un certain nombre de différences, notamment l'origine des Dinobots, le personnage de Shockwave qui est très fidèle à Megatron dans la série alors qu'il souhaite prendre sa place dans le comics, et un certain nombre d'autres éléments. Bien que le dessin animé ait mal vieilli aujourd'hui, il n'empêche qu'à l'époque, il a connu un succès monstre. Transformers est alors partout. C'est un phénomène, le dessin animé, les comics, les jouets évidemment, et un nombre incroyable de produits dérivés, et parfois très improbables. Petit à petit, de nouveaux personnages et donc de nouvelles figurines continuaient à apparaître au fil des 2 premières saisons du dessin animé. En 1986 arriva dans les salles de cinéma Transformers The Movie, connu en France sous le nom de La Guerre des Robots, un film d'animation faisant le lien entre la 2e et la 3e saison. L'histoire prend place en 2005 alors que les Autobots perdent la guerre et que les Decepticons ont repris le contrôle de Cybertron. C'est l'occasion pour Hasbro de marquer le coup, d'introduire de nouveaux personnages, mais aussi d'en faire partir des anciens. Ainsi, le film n'hésite pas à tuer parfois brutalement certains des Autobots et des Decepticons, allant jusqu'à faire mourir Optimus Prime à la suite d'un affrontement brutal et violent contre Megatron, mais qui aujourd'hui est sans conteste l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la licence. À l'époque, c'était un choc, les enfants partaient en pleurant du cinéma, les parents appelaient même Hasbro pour se plaindre de la trop grande violence du film, bref, l'opération commerciale n'était pas totalement réussie, vous vous en doutez. Dans plusieurs documentaires parus un certain nombre d'années plus tard, les responsables du film avouèrent que tuer Optimus, et même de façon générale autant de personnages, était leur plus grosse erreur. Car Hasbro n'a finalement compris que trop tard que les Transformers n'étaient pas que de simples robots portés à l'écran pour vendre des jouets, c'était devenu plus que ça, les spectateurs s'étaient attachés à ces personnages, en particulier Optimus Prime, à la fois une sorte de figure paternelle et un héros qui ne recule devant rien, devenant depuis une icône de la pop culture. Malgré tout, aujourd'hui, ce film est considéré comme une référence au sein des fans. Il faut dire que l'animation était globalement bien supérieure à celle de la série, la musique était excellente et de grands acteurs ont prêté leur voix à quelques personnages, pour ne citer que Leonard Nimoy pour Galvatron et bien évidemment l'immense Orson Welles pour Unicron, qui fut d'ailleurs son dernier rôle avant sa mort.
Suite au film, une troisième saison arriva sur les écrans et la série se conclut aux États-Unis en 1987. Au Japon cependant, la fin américaine fut ignorée au profit de plusieurs suites, Transformers Endmasters, Super God Master Force, Victory et enfin Transformers Zone. 4 animés qui continuent l'histoire bien au-delà de ce qui avait été fait en Occident, avec une partie des personnages déjà connus, mais aussi de nouveaux arrivants qui resteront pendant longtemps des personnages exclusifs à ces séries japonaises. Le comics quant à lui continuait de s'étendre avec des séries distinctes entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui s'arrêtèrent respectivement en 1991 et 1992. Ainsi s'acheva la première génération de Transformers qui sera rapidement suivie d'une deuxième, histoire de relancer la machine. La première génération venait véritablement de se terminer, de très nombreux jouets avaient été vendus, de nombreuses histoires racontées, dans différents médias, mais Transformers s'était essoufflé. En 1993, Hasbro décida de relancer la marque et lança Transformers Génération 2, une sorte de redémarrage pour la licence, qui fut malheureusement de courte durée. La G2 était donc composée d'une ligne de jouets, un dessin animé et un comics, toujours publiés par Marvel, mais plusieurs problèmes se posèrent. Déjà, les jouets en eux-mêmes ne se vendaient pas très bien, étant en majorité, du moins au départ, de simples recolos des Transformers originaux avec de nouveaux accessoires. On a bien vu arriver par la suite de nouvelles figurines, mais ça n'aida pas à relancer les ventes. Il y avait visiblement un désintérêt global pour la licence, le principe des robots se transformant en véhicules de tous les jours n'étant, disons, plus à la mode. Tout cela ne fut pas aidé par la série G2 qui n'était en réalité que la série originale rediffusée et redécoupée, avec quelques ajouts en images de synthèse. Le comics ne dura pas non plus très longtemps, ce dernier étant aujourd'hui resté dans les mémoires uniquement à cause du niveau de violence tellement énorme que c'en était absurde. Bref, une nouvelle série qui n'en était pas vraiment une, un comics annulé au bout de 12 numéros et des ventes de produits en baisse, l'histoire de Transformers aurait pu s'arrêter là. Mais à l'image des Cybertroniens, la franchise a su se transformer, évoluer, et la nouvelle direction qu'elle allait prendre était assez radicale. Qu'est-ce qui a été changé, me direz-vous? Eh bien, basiquement... tout. En 1996, Hasbro a pris tous les risques pour réinventer la formule. Fini les véhicules, les Transformers se changent désormais en animaux. Fini les Autobots et les Decepticons, place à leurs descendants, les Maximals et les Predacons. Fini les séries en 2D, place à une série entièrement en images de synthèse. Bref, tout avait changé, et pour le mieux. Beastwars, ou Animutant en français, a marqué une génération dans les années 90, de la même façon que la série originale aura marqué la génération précédente. Même si les fans de la première heure ont d'abord décrié cette nouvelle série, petit à petit Beastwars a su s'imposer comme l'une des meilleures séries de l'époque, et est souvent citée parmi les meilleures de l'histoire de la franchise. Mais alors Beastwars, de quoi ça parle? Eh bien tout d'abord, c'est l'histoire de deux factions de robots qui s'écrasent sur Terre, mais ici, il s'agit des Maximals menés par Optimus Primal, et des Predacons menés par Megatron. Si les noms des deux leaders vous semblent familiers, il est important de préciser qu'ils n'ont rien à voir avec les Optimus et Megatron originaux, ils partagent simplement des points communs et représentent la même figure dans l'histoire, le héros et son principal antagoniste. On apprendra même plus tard que le chef des Predacons a choisi son nom en hommage au Megatron original, leader des Decepticons. Car en effet, si vous ne le saviez pas encore, Beastwars se passe dans la même continuité que la première série, Maximals et Predacons étant venus d'un futur lointain où ils sont les descendants des Cybertroniens que l'on a connus 10 ans auparavant. Ils s'écrasent sur Terre à la préhistoire après avoir voyagé dans le temps et s'adaptent en prenant pour forme alternative des formes de vie vivantes ou ayant vécu sur la planète. Pour l'époque, l'animation de Beastwars était excellente, la série ayant été récompensée pour cela aux Emmy Awards de 1998. Et même si je vous accorderai qu'aujourd'hui ça peut piquer un peu les yeux par moments, il ne faut pas oublier que la série a plus de 20 ans et que cela n'enlève rien à la qualité de sa narration. Car en effet, l'autre gros point fort de la série était ses personnages et l'histoire qu'elle développait épisode après épisode. Grâce au nombre réduit de robots, chacun d'entre eux a pu se développer et devenir attachant à sa manière. Je ne spoilerai rien pour ceux qui souhaitent découvrir la série aujourd'hui, mais à plus d'un moment, la série fait preuve de bravoure à ce niveau, n'hésitant pas à faire mourir des personnages, chose qui dans la G1 n'était arrivée que dans le film. Beastwars dura 3 saisons et se conclut en 1999. Une suite fut rapidement mise en chantier sous le nom de Beast Machines. Cette série voit les Maximals retourner sur Cybertron, se rendant compte que la planète était désormais contrôlée par Megatron.
Désormais en claire infériorité numérique face aux forces ennemies, Primal et ses troupes vont devoir opérer intelligemment, ce dernier se sentant même investi d'une sorte de mission divine selon laquelle il devrait transformer Cybertron en un monde organique. Beaucoup plus sombre que Beast Wars, Beast Machine traita et aborda, avec plus ou moins de succès, divers concepts philosophiques encore jamais vus dans Transformers. Comment vivre dans un monde où la technologie se fait de plus en plus présente, la question de l'organique, du technologique, le fanatisme de certains, les conflits présents dans la société, et autres thèmes étonnants pour une licence qui ne faisait à la base que vendre des jouets. Contrairement à Beast Wars, Beast Machines ne fut pas extrêmement bien reçu par les fans à l'époque, considérée comme trop différente de la précédente, trop sombre et inconsistante par moments. La vérité est sans doute que Beast Machines est arrivé trop tôt, ce qui est la cause de son semi-échec. Avec le temps, beaucoup de fans ont été amenés à revaloriser cette série, et on ne peut que saluer ce qu'elle a essayé de faire, pour ne pas simplement répéter ce qui avait été fait auparavant, mais pour apporter quelque chose de nouveau. Au Japon, la période Beast Wars fut un petit peu plus chaotique. En effet, la première saison de la série fut diffusée là-bas avec un doublage rendant cette dernière beaucoup moins sérieuse. Puis avant même la diffusion des 2 dernières saisons, 2 séries spin-off en 2D furent lancées, Beast Wars 2 et Beast Wars Neo. Et on ne parle pas ici de simples petites séries servant à combler un vide, mais bien de vrais animés se déroulant dans le monde de Beast Wars. Le premier faisait 43 épisodes et le second 35, et chacun aura droit à sa ligne de jouets, de mangas et d'autres produits dérivés. Ce n'est qu'après la fin de Beast Wars Neo que les 2 dernières saisons de Beast Wars furent diffusées au Japon sous le nom de Beast Wars Metal. Après la réception assez mitigée de Beast Machines, Hasbro commença à regarder ce que Takara faisait, se rendant compte que finalement, tous ces animés Transformers encore exclusifs au pays du soleil levant, n'étaient pas mal du tout. Les 2 marques se rapprochèrent alors pour mettre en chantier de nouvelles séries, mais le temps que tout cela se mette en place, il fallait bien que Transformers garde une présence en Occident, et en particulier aux États-Unis. Le dernier animé Transformers sans date, Car Robots, fut donc la première série importée par Hasbro sur le sol américain, devenant Transformers Robots in Disguise, qui servit ainsi de transition entre la Beast Era et ce qui allait suivre ensuite. C'est cette série qui voit le retour des formes véhicules pour les Transformers, ainsi que le retour des Autobots et des Decepticons, même si les Predacons sont encore présents. Globalement, c'est une série pas désagréable à regarder, avec de bonnes petites touches d'humour malgré une animation et des scènes d'action souvent répétitives. Robots in Disguise reste malheureusement à ce jour la seule série Transformers traduite en anglais à ne jamais avoir été vendue en DVD aux États-Unis, la faute à un grand méchant que l'on aime souvent pointer du doigt, Disney. En effet, la firme a acquis les droits de la série en 2001 mais n'en a jamais rien fait. Rajoutez à cela malheureusement les attentats du 11 septembre qui ont conduit à la censure de certains épisodes et au redoublage d'autres pour ne pas choquer les Américains, et vous avez là une série qui n'a pas eu le traitement qu'elle mérite, alors qu'en soi elle était vraiment correcte. Le premier résultat de la collaboration entre Hasbro et Takara arriva en 2002 avec Transformers Armada, la première des 3 séries que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Trilogie du Necron. Produite au Japon et aussitôt importée en Occident 6 mois avant sa diffusion dans son pays d'origine, Armada présente en plus des Autobots et des Decepticons une 3e faction, les Minicons, des petits robots pouvant faire gagner de la puissance à quiconque les possède. La série sert de reboot total à l'univers Transformers, et ce à tous les niveaux. Mais si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit il y a quelques instants que la série a été diffusée chez nous avant d'être diffusée au Japon, et vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien c'est assez simple, Hasbro avait une deadline à respecter, et Armada devait être prête pour une certaine date, ce qui força les studios au Japon à rusher l'animation, et les studios aux États-Unis à rusher le doublage. Le résultat est alors sans appel, Armada a été bâclé, cumulant une animation médiocre et un doublage parfois aux fraises, ainsi qu'un ton particulièrement enfantin dans les premiers épisodes. Les fans sont alors quasiment unanimes et détestent la série. Vous pouvez retourner dans les forums de l'époque et vous verrez à quel point la déception était grande. Cela ne s'arrangea pas par la suite, le début de la série étant assez répétitif et avec quasiment le même scénario à chaque épisode, à savoir trouver et récupérer un minicon sur Terre. Mais petit à petit, Armada commence à se racheter avec notamment un arc centré autour de Starscream qui fait partie des plus intéressants de la série, ou encore la menace que commence à représenter Unicron à mesure que les épisodes avancent. Les trahisons, le background apporté à certains personnages et d'autres ont contribué à redorer un peu le blason d'Armada. Le dernier arc de la série, appelé les batailles du Necron, apporta une excellente conclusion à une série à la base très médiocre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui beaucoup de fans apprécient cette dernière, malgré ses très gros défauts. Si la série n'a donc pas conquis les fans de la première heure, elle a en revanche été un énorme succès commercial auprès de la nouvelle génération, les figurines se vendant si bien que Hasbro fut obligé de commercialiser d'autres jouets issus de la Beast Era en attendant de pouvoir en produire de nouveaux. Armada fut également accompagné d'un comics publié par Dreamwave, globalement plutôt bien reçu, contrairement à la série, mais aussi d'un plutôt très sympa jeu vidéo sur PS2 et beaucoup d'autres produits dérivés. Après le succès commercial d'Armada, sa suite fut aussitôt lancée sous le nom de Transformers Energon.
Cette série a un très bon concept sur le papier, se déroulant 10 ans après la mort de Galvatron et la destruction apparente d'Unicron, sur une Terre futuriste où la paix existe entre Autobots et Decepticons qui cohabitent avec les humains. Mais croyez-moi, le concept, c'est bien la seule chose qu'Energon a de bon. Suite aux critiques récurrentes concernant l'animation d'Armada, les studios décidèrent, pour améliorer la fluidité, d'animer les robots en 3D alors que le reste de l'animation resterait de la 2D classique pour un animé. Si le choix peut être compréhensible, dans les faits, il a conduit la série à être encore moins agréable à l'œil que son aîné, empêchant les Transformers d'avoir des mouvements fluides, rendant les scènes d'action inintéressantes et créant une véritable cassure avec les personnages humains et les environnements qui eux sont en 2D. Pour dire, Beast Wars a une animation largement supérieure, bien qu'étant sortie 8 ans auparavant. Ajoutez à cela une intrigue qui se perd, se répète ou n'a aucun sens, des personnages tantôt irritants, tantôt ennuyeux, et un manque total de cohérence avec la série précédente, et vous avez là ce qu'on peut considérer, sans trop prendre de risques, comme la pire série Transformers jamais réalisée. Et si Armada avait été un énorme succès commercial, le ratage total d'Energon conduit les figurines à moins bien se vendre malgré les qualités indéniables de cette dernière. Cela ne fut pas aidé par l'annulation en cours de publication du comics publié par Dreamwave, l'éditeur ayant fait faillite en 2004. Dreamwave justement était le nouvel éditeur de comics Transformers au début des années 2000, publiant, comme expliqué précédemment, des comics Armada et Energon, mais aussi et surtout un comics G1 qui s'est avéré être un énorme succès, ce dernier étant en tête des ventes de comics pendant un moment et étant plutôt bien reçu par les fans. Malgré la fin des comics Dreamwave et le plantage d'Energon, Transformers continua sous la forme d'animé, désormais réalisé par un nouveau studio au Japon. En janvier 2005 commença Transformers Galaxy Force, nouvel animé donc, connu en Occident sous le nom de Transformers Cybertron. Conçu à la base comme une histoire indépendante, Hasbro décida d'en faire la suite d'Energon au moment de l'importer en Occident. Ainsi, quelques petites différences d'animation et des rajouts de doublage rattachent tant bien que mal ces deux histoires ensemble. Cybertron continua dans la lignée d'Energon avec des robots modélisés en 3D dans un environnement en 2D. Bien que la 3D en elle-même soit d'une qualité supérieure à Energon, les robots ne s'intègrent toujours pas très bien à l'environnement qui les entoure. Malgré cela, la série fut à l'époque la mieux reçue de la trilogie. Le doublage anglais était de qualité, l'action plus dynamique et l'histoire assez intéressante malgré un rythme assez mal géré par moments. Elle a également introduit des concepts plutôt importants tels que les colonies cybertroniennes, le personnage de Vector Prime ou encore les cyberclés, nouveau gimmick de la gamme au même titre que les Mini-Cons dans Armada. Au final, cette conclusion à la trilogie d'Unicron est loin d'être honteuse et comporte pas mal d'éléments qui sont entrés dans le lore de la licence pour le long terme. Alors que Transformers Cybertron s'achevait, un projet de plus grande envergure était en train de voir le jour. Comme vous l'avez vu précédemment, Transformers est resté depuis les années 80 une franchise présente dans beaucoup de médias, séries télé, comics, mangas, jeux vidéo, mais il restait encore un palier à franchir. En juillet 2007 sortit le premier film live consacré à l'univers des Transformers. Réalisé par Michael Bay et produit par Steven Spielberg, ce blockbuster bien bourrin et efficace propulse la licence sur le devant de la scène comme elle l'avait rarement été auparavant grâce à un succès monstre au box-office avec pas moins de 700 millions de dollars récoltés. La réussite est totale pour Hasbro, les produits dérivés et les jouets se vendent comme des petits pains, le public apprécie globalement le film et une toute nouvelle génération de fans découvre ainsi la licence. Mais du côté des fans justement de la première heure, les réactions sont un petit peu plus mitigées. En effet, si on ne peut pas nier le succès du film et l'impact qu'il a eu sur la popularité de la licence, il est quand même loin d'être parfait. Humain trop présent par rapport aux robots, humour trop lourdingue, action trop confuse par moments, et bien d'autres défauts.
C'est véritablement à ce moment que deux camps ont commencé à se former dans la communauté Transformers, ceux qui conspuent allègrement le film et ceux qui le défendent corps et âme. Les réactions de certains étaient tellement extrêmes que Michael Bay recevra plusieurs lettres de menaces de mort sur son lieu de travail, comme quoi les fanboys décérébrés, ce n'est pas propre qu'à Star Wars. Fort de son succès, le film aura 4 suites: Transformers Revenge of the Fallen en 2009, Transformers Dark of the Moon en 2011, Transformers Edge of Extinction en 2014 et Transformers The Last Night en 2017. Et celui-là, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on déteste ces films, il faut reconnaître tout ce qu'ils ont apporté à la licence au sens large. Même s'ils ont de gros défauts, ils ont permis à énormément de fans de découvrir tout ce que Transformers a à offrir au-delà des films, mais aussi, le succès de ces derniers a permis la mise en chantier et la réussite de futures séries animées, dont celle qui m'a personnellement fait découvrir la licence. En 2008, quelques mois après la sortie du premier film, déboule Transformers Animated, une série proposant un style graphique et une histoire jamais vue jusqu'alors, permettant une vraie bouffée d'air frais. Si l'animation de la série est toujours faite au Japon, le style de cette dernière, le design des personnages et les décors sont créés par les équipes ayant travaillé sur la première série Teen Titans, entre autres. A noter d'ailleurs que si pendant la trilogie d'Unicron c'est le design des figurines qui servait de base aux robots, comme dans la G1, Hasbro travailla ici en étroite collaboration avec les équipes créatives, leur laissant beaucoup plus de liberté quant à l'apparence des personnages. L'histoire prend place dans un contexte où la guerre est finie et où les Autobots contrôlent Cybertron, ayant banni les Decepticons de la planète. Animated prend des risques comme la franchise n'en avait pas pris depuis Beast Wars, faisant notamment d'Optimus Prime un jeune personnage travaillant sur des ponts spatiaux avec son équipe d'Autobots, et sous les ordres de son chef suprême, Ultra Magnus. Arrivant sur Terre après une rencontre et un affrontement avec Megatron, l'histoire se passe dans une ville de Détroit futuriste et reprend pas mal de codes des séries de super-héros. Par exemple, Animated est l'une des rares continuités où les Autobots ne se cachent pas des humains, mais au contraire, sont des héros pour ces derniers. Si au premier regard on pourrait trouver Animated très basique, petit à petit la série dévoile ses qualités, notamment une écriture particulièrement réussie, faisant évoluer chaque personnage dans la meilleure direction possible et réservant plusieurs twists assez bienvenus et logiques dans ce qu'Animated souhaite raconter. La série dura un total de 3 saisons, une 4e ayant à l'origine été prévue, mais annulée suite à divers désaccords créatifs. Étant arrivé au meilleur moment possible, Animated aura contribué au même titre que les films à ramener une nouvelle génération de fans pour la licence, dont je fais partie. La fin prématurée de Transformers Animated est également due à la mise en chantier d'une série plus ambitieuse, à savoir Transformers Prime, la première série Transformers entièrement en images de synthèse depuis la Beast Era, prenant place dans une toute nouvelle continuité et optant pour une direction artistique mélangeant l'esthétique des films, d'Animated et de la G1. Avec un budget nettement supérieur à la normale, chaque épisode pouvant coûter environ 1,5 million de dollars à produire, Hasbro souhaitait réellement faire de Transformers Prime une bonne série avant tout. Pour dire, ils ont même pendant un temps hésité à commercialiser des figurines en rapport avec cette dernière. Optant pour un ton légèrement plus sérieux que la normale, Prime fut un véritable succès, que ce soit du côté des fans ou des spectateurs lambda, aussitôt considéré comme l'une des meilleures versions de Transformers qui soit. Une partie de l'équipe des 2 premiers films live a travaillé sur la série, souhaitant rendre justice à certains personnages qui avaient été particulièrement maltraités à l'écran. L'exemple le plus évident était bien évidemment Arcee. Transformers Prime fut la première série Transformers depuis Beast Wars à être nommée aux Emmy Awards. Entre 2011 et 2014, la série fut nommée pas loin de 16 fois dans différentes catégories, recevant un total de 9 prix, principalement dans le domaine de l'animation. Mais alors Transformers Prime, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si Beast Wars et Animated ont brillé grâce à leur prise de risque et aux changements qu'elles ont apportés à la licence, Transformers Prime est l'apogée de la formule Transformers classique, où les Autobots et les Decepticons s'affrontent sur Terre dans une époque moderne, tout en se cachant des humains. Bien sûr, elle apporte ses propres concepts et accorde beaucoup de place au développement des divers personnages et de l'univers de la série, réintroduisant bon nombre de concepts connus tout en les modifiant suffisamment de ce qui avait été fait auparavant. Prime est à ce jour pour moi la meilleure porte d'entrée possible pour tout néophyte de Transformers. C'est objectivement une série très bien écrite et bien réalisée, plus sérieuse que la plupart des autres séries Transformers qui l'ont précédée, et qui trouve une bonne conclusion avec le film Predacons Rising.
Transformers Prime aura une suite en 2015 avec Transformers Robots in Disguise, reprenant le nom de la série sortie en 2001. Globalement pas terrible, surtout en tant que suite de Prime, R.I.D. est considéré depuis sa sortie comme l'une des plus faibles séries Transformers, de par son manque d'enjeu, son concept assez bancal, et ses personnages mal gérés, comme par exemple Bumblebee, qui régresse considérablement comparé à Transformers Prime, ignorant quasiment tout le développement qu'il avait eu auparavant. En dehors des films, la fin des années 2000 et le début des années 2010 marquent une période où la franchise atteint des niveaux de qualité rarement vus auparavant. Transformers Prime a brillé sur petit écran et côté vidéoludique, on a eu la sortie de 2 jeux vidéo particulièrement réussis, Transformers War for Cybertron et sa suite Fall of Cybertron, sortis respectivement en 2010 et 2012. Si le premier est un TPS tout à fait honnête avec quelques imperfections, le second est allé un cran au-dessus en proposant une aventure épique, corrigeant la plupart des problèmes de l'opus précédent et faisant vivre aux joueurs les derniers jours de la guerre sur Cybertron, ainsi que le départ des Transformers de leur monde natal. Particulièrement bien reçus par la presse et les joueurs, ces 2 jeux sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs de la franchise, même si, soyons honnêtes, à part Transformers Devastation sorti en 2015, ils n'ont malheureusement pas une énorme concurrence, la majorité des autres jeux Transformers n'ayant servi jusque-là qu'à appuyer la sortie d'une série ou d'un film. En termes de comics également, c'est à partir de 2010 qu'IDW publia certaines de ses meilleures histoires. L'éditeur a acquis les droits sur Transformers en 2005 et a depuis bâti la plus longue continuité de l'histoire de la franchise. Ayant commencé avec plusieurs mini-séries, ils enchaînèrent sur énormément de séries et autres mini-séries diverses et variées, avant 2 sorties majeures et acclamées par les fans, Last Stand of the Wreckers en 2010 et More Damage Die en 2012. Je ne m'étends pas plus que ça sur les comics ici, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à aller voir ma vidéo dédiée que j'ai sortie l'année dernière. En 2015, après avoir vu Transformers Edge of Extinction dominer le box-office mondial l'année précédente et malgré les critiques au plus bas depuis le début de la saga, Hasbro et Paramount décident de mettre en chantier un univers cinématographique pour Transformers, à la manière de Marvel, qui dans le même temps commençait gentiment à affirmer sa suprématie dans le monde des blockbusters. Une équipe de scénaristes fut alors réunie avec pour objectif de donner libre cours à l'imagination de chacun. Cette équipe, épaulée par Michael Bay et Steven Spielberg, parvient à sortir 14 idées de films potentiels, dont au moins 5 étaient assurément réalisables d'après Spielberg. Dans un sens, donner libre cours à l'imagination des artistes peut être une excellente idée, mais peut se révéler aussi être un piège, car une bonne idée sur le papier ne veut pas dire un bon film. Avec ce nouvel univers Transformers, il fallait donc s'attendre au meilleur comme au pire, et on a eu droit au meilleur comme au pire. Michael Bay, bien qu'ayant exprimé à plus d'une reprise sa lassitude quant au film Transformers, réalisa le 5e opus intitulé Transformers The Last Night, qui sort donc en juin 2017. Annoncé comme l'opus ultime qui devra régner sur le box-office de l'été, The Last Night fut le premier vrai échec pour la franchise au cinéma, remettant aussitôt en question ce projet d'univers étendu. Les critiques sont les plus mauvaises des 5 films et pour la première fois, les résultats au box-office sont décevants, avec seulement 600 millions de dollars à l'international, alors que Paramount avait misé énormément dessus pour au final perdre plus de 100 millions, selon les dires du PDG de Viacom. La saga était donc à son grand tournant, fallait-il mettre en chantier une suite pour The Last Night malgré l'échec de ce dernier? Comment redonner confiance aux fans et aux producteurs après l'échec aussi bien artistique que financier du dernier film? La réponse est simple, Bumblebee. There's a war raging on our planet. If this criminal isn't found, that war may find its way here. Is there anyone that can help you? Do you have a family? Oh, who but me? En décembre 2018 sort donc le premier spin-off de Transformers au cinéma, concentré sur le personnage préféré des fans et probablement le plus vendeur. Au départ envisagé comme un préquel situé 20 ans avant le premier film de 2007, Paramount donna carte blanche au réalisateur Travis Knight, fan incontesté de la licence depuis les années 80, pour réaliser le meilleur film possible aux dépens de la continuité. Le résultat fut donc une véritable déclaration d'amour à la première génération de Transformers, notamment au travers de plusieurs scènes sur Cybertron, où les personnages retrouvent enfin leur apparence iconique. Il aura suffi d'une séquence pour reconquérir les fans déçus des premiers films, et il aura suffi de ce film pour redonner confiance en Transformers. Avec des critiques globalement très positives et un résultat au box-office plutôt intéressant, malgré la concurrence particulièrement forte durant cette période de l'année, Bumblebee était le redémarrage dont la franchise avait besoin, ouvrant les portes pour de nouveaux films dans la lignée de ce dernier.
Car en effet, après de nombreux débats et interrogations au sein des fans, Bumblebee fut finalement déclaré début 2019 comme étant un reboot de la licence, et les futurs films, même s'ils sont plus ambitieux, resteront dans la continuité de ce dernier. Aussitôt après la fin de Transformers Robots in Disguise fut mis en chantier une nouvelle série, Transformers Cyberverse. Située dans une toute nouvelle continuité donnant à ses personnages des designs très orientés G1, Cyberverse se situe à mi-chemin entre la série télévisée et la web-série, les épisodes faisant 10 minutes et étant disponibles gratuitement en ligne sur les sites officiels de Hasbro, peu de temps après leur diffusion à la télé. Si beaucoup de fans sont partis pessimistes avec cette série, au vu du style graphique et du format de 10 minutes seulement, il faut bien reconnaître que Cyberverse n'a pas déçu jusqu'à aujourd'hui, avec une histoire plutôt intéressante par moments et des personnages qui commencent à bien se développer. 2019 fut définitivement l'année du reboot pour l'ensemble de la franchise, avec en plus des films et des séries, les comics IDW qui ont commencé une toute nouvelle histoire en mars, explorant en profondeur la période ayant précédé la guerre entre Autobots et Decepticons et basant la plupart des designs de ces personnages sur la gamme Transformers War for Cybertron Siege, commercialisée simultanément par Hasbro. Cet univers a déjà commencé à s'étendre avec des mini-séries de comics en parallèle, ouvrant des portes pour une nouvelle continuité de comics. Et tout cela nous amène à aujourd'hui, et au futur. Transformers souhaite s'étendre encore et toujours, et surtout intéresser un nouveau public, comme ça a été le cas en 2007 avec le premier film live. La sortie prochaine d'une série d'animation sur Netflix, Transformers War for Cybertron, visera sans doute cet objectif tout en étant destiné aux fans de la première heure, et pour les années suivantes, ce sont a priori 2 nouveaux longs métrages qui sortiront dans nos salles de cinéma, dans la lignée de Bumblebee. Au fil des années, Transformers a dépassé son statut de marque de jouet pour devenir une licence au background et au potentiel comparable à beaucoup d'autres univers de science-fiction, portés par de nombreux artistes talentueux et une fanbase toujours active depuis les années 80. Optimus Prime, Bumblebee, Megatron ou même Starscream sont des personnages ancrés dans l'esprit 80s et qui parlent encore aujourd'hui à énormément de geeks à travers le monde. Pour moi, Transformers, c'est l'une des licences de mon enfance, au même titre que Pokémon ou Star Wars par exemple, un univers que j'ai découvert au travers des séries et des films que j'ai vus, au travers des jeux vidéo auxquels j'ai joué, et au travers des comics que j'ai lus. Mais Transformers, c'est aussi beaucoup de figurines que j'ai aimées et que j'aime toujours collectionner aujourd'hui. Peu importe la direction que la franchise prendra, peu importe ce qui nous attend pour l'avenir, comptez sur moi pour vous parler encore un bon moment de Transformers, car vous le savez aussi bien que moi, avec cet univers, il ne faut pas se fier aux apparences.